Merci beaucoup Bertrand pour ta présentation et merci pour ton invitation ainsi qu'Emmanuel Fructus, et merci également, toujours dans la logique des remerciements, à l'Institut pour la photographie et à l'ensemble de son équipe pour l'organisation de cette journée. Et la meilleure manière pour moi de remercier l'Institut pour la photographie, c'est de commencer par une belle carte postale trouvée lors d'une enquête que j'ai menée dans le cadre de la bourse de recherche de l'Institut pour la photographie lorsque j'étais lauréat en 2022-2023 sur les images de la Résistance, une carte postale de la grève des mines de Béthune à l'automne 1902, donc on est en octobre-novembre 1902. Tessons de bouteilles contenus dans un vieux bas, armes abandonnées par les grévistes après une bagarre, donc une carte postale commerciale d'un certain éditeur nommé Delarue qui est basé à Lille. Alors j'ai choisi de partir en fait de cette carte parce que voilà, elle a été découverte justement pendant cette bourse de recherche. C'est une grève de mineurs. C'est un des cas que je vous propose aujourd'hui. Il y en aura peut-être 4 si j'ai le temps et si j'ai le débit, mais je préfère être posé et vous en présenter éventuellement 3, ce qui vous donnera la possibilité immédiatement de poser la question. Et le cas numéro 4, ça pourra égayer les débats. C'est une carte quand même qu'il faut resituer. Je vais essayer de le faire aussi sur un plan factuel. C'est une grève importante et un peu oubliée, cette grève de l'automne 1902. Elle suit une autre grève en 1901. Elle s'inscrit dans une séquence que je vais aussi essayer de déployer à partir du registre cartophilique, mais pas seulement. Pas seulement, puisque voilà, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est une certaine articulation entre l'ambulation des images et l'ambulation des photographes, en sachant que je ne suis pas spécialiste voilà, de ces enjeux de photographie ambulante. J'ai choisi finalement d'essayer de décaler les choses vers aussi cette formule peut-être dialectique ou complémentaire, c'est comment est-ce que la marche des images, puisque l'ambulation des images, le terme d'ambulation, c'est finalement, le trésor de la langue française le dit, c'est tout simplement le fait de marcher. C'est envisager finalement une certaine marche des images qui peut être en fait une contrepartie de la marche des photographes. Et dans le cas de l'événement gréviste et notamment de la carte utilisée par les militaires, on va voir qu'en fait c'est des routes finalement qu'on peut retrouver communes. Donc, comme le dit la formule, ne tirez pas sur l'ambulance, ne tirez pas trop vite sur l'ambulation non plus, ça n'est pas un concept, c'est une proposition qui du coup peut éventuellement trouver une sortie heureuse. Bon, c'est une grève en 1902 qui est tournée déjà vers la journée des 8 heures, donc qui sera obtenue après la fin de la Première Guerre mondiale, donc c'est un long combat, mais chez les mineurs, c'est la revendication principale, revendication sur les salaires, revendication sur les retraites. Donc finalement, c'est des enjeux, somme toute, assez contemporains si vous avez suivi l'actualité. On est véritablement dans une corporation qui est voilà, dans le cœur des combats de l'époque. Et pourtant, cette carte-là, moi, elle m'a intrigué pour une raison assez simple que vous pouvez voir depuis quelques minutes. C'est qu'on est très loin des registres habituels de la carte de grève. On n'est pas dans la représentation des corps de grévistes, on n'est pas dans la représentation des corps collectifs, représentation des foules, on est finalement dans la représentation d'une arme. Et ce qui est frappant, si vous connaissez un peu l'histoire de la photographie judiciaire, c'est qu'on est beaucoup plus proche d'une photographie judiciaire que d'une photographie de grève. Et c'est effectivement le cas. Donc, un peu de réclame, page de publicité. C'est ce que j'ai essayé, effectivement, Bertrand le mentionnait, de déplier dans un livre qui est sorti donc, tout récemment à l'automne dernier aux Beaux-Arts de Nîmes dans la collection Fragments du bord du monde. C'est une articulation finalement qui déploie cette intuition initiale, une carte de grève qui serait aussi une carte policière ou une carte judiciaire. Et finalement, elle s'inscrit dans un contexte où on a aussi deux catégories assez massives qui s'entrelacent dans les discours. On a des discours de révolution, des mineurs, en tout cas une certaine frange assez minoritaire, des mineurs du Nord qui veulent la révolution, et dans le même temps un discours
beaucoup plus lourd de sens, qui se retrouve aussi dans les déclarations, c'est l'idée de guerre civile. Alors on est quelques décennies après la Commune de Paris. Les uns parlent de révolution, les autres parlent de guerre civile. C'est y compris le cas de Karl Marx dans son texte bilan de l'insurrection parisienne. En fait, ce qui m'a intéressé aussi, c'est l'entrelacement de ces deux catégories et de voir finalement en quoi elles sont chargées de sens et en quoi l'imagerie finalement médiatise ce sens visuel un peu impossible à cerner. Et finalement, pour raccorder au propos d'aujourd'hui, comment l'ambulation des images et la circulation des photographes vient se greffer en fait sur cet horizon. Donc finalement, comment interroger cet enjeu de la circulation des appareils, de la circulation des prises de vue. On quittera Béthune, je vous l'ai déjà dit. L'enjeu, c'est aussi de voir comment tout ce corpus qui a été accumulé au cours de cette bourse et encore entre-temps, finalement, comment est-ce que tout ça témoigne de ce qui a été discuté depuis ce matin, c'est-à-dire de mode de circulation des appareils, de registres, que ça soit la carte postale commerciale ou que ça soit la carte photo, comment est-ce que finalement tout ça est riche de ce registre. En fouillant, parce qu'il faut toujours fouiller en plus loin qu'on a été, alors ça je ne le savais pas à la fin de la bourse au moment de la restitution, mais je l'ai découvert ensuite, l'origine de cette carte postale, en tout cas de l'image de cette carte postale du bas, qui encore une fois je ne la remontre pas, mais une très belle image parce qu'elle montre aussi finalement des corps féminins in absentia, c'est un bas de femme qui est chargé de tessons de bouteilles, donc ça montre aussi finalement, y compris sur le registre de la violence, la présence des femmes dans cet espace ouvrier et dans cet espace de lutte. En fouillant en tout cas les archives, je me suis effectivement rendu compte que l'origine de ces images, c'était un album patronal. Donc on est bien dans un registre de condamnation et non pas dans un registre de documentation. On n'est pas finalement au départ avec cette carte dans ce qui a été évoqué dans la matinée et plutôt dans cet après-midi, c'est-à-dire des prises de vue, on va dire, événementielles en extérieur de façon à pouvoir produire des vues commerciales. On a au départ véritablement un horizon qui est celui de documenter un conflit de telle façon à pouvoir le condamner. Maison habitée par des ouvriers n'ayant pas cessé de travailler, saccagé par des grévistes, entre parenthèses, vue extérieure. C'est une des nombreuses planches d'un album patronal qui est intitulé donc Grève générale des mineurs, octobre-novembre 1902, publié par la Compagnie des mines de Béthune. Donc on a un titre finalement qui est assez factuel, Grève générale des mineurs, octobre-novembre 1902, qui m'avait intéressé aussi parce que c'est l'idée de grève générale opposée à l'idée de grève locale qui était finalement mon fil conducteur de l'enquête, c'est de savoir en fait comment est-ce qu'on passe d'un niveau local à un niveau de généralité, soit par corporation, soit par aire géographique. Et on a ces prises de vue qui, en fait, je l'ai déjà évoqué, si vous connaissez un peu l'histoire de la photographie judiciaire, on est dans les manuels de l'époque, on est chez Rodolphe Reiss, par exemple, un criminologue suisse, qui a véritablement formalisé un protocole. Qu'est-ce qu'on fait avec un appareil photo quand on arrive sur une scène de crime? Comment est-ce qu'on photographie les armes? Comment est-ce qu'on photographie l'intrusion à l'intérieur d'un lieu? C'est assez étonnant parce que c'est le moment où il le formalise, en 1903, dans mon souvenir, un premier manuel véritablement de protocolaire sur la façon de bien utiliser l'appareil. Et en fait, on a déjà ça, mais la scène de crime, en fait, ça n'est pas une scène de crime à la Hercule Poirot, on a une scène de crime à la Commune de Paris. C'est-à-dire, en fait, on a des ruines à documenter et on doit finalement déterminer qui a produit ça et comment l'image, finalement, va permettre finalement une forme de répression. Bon, en continuant de fouiller, j'ai trouvé... alors d'une part, j'avais trouvé que c'est au centre historique minier de Levarde, à côté de Douai, qu'est conservé cet album patronal. Entre-temps, je me suis fait un cadeau parce que j'en ai trouvé un exemplaire dans le commerce qui a aussi accompagné finalement une réalisation plus approfondie de ce livre. J'ai découvert aussi en allant dans les archives départementales du Pas-de-Calais une lettre envoyée par le directeur de la Compagnie des mines de Béthune au préfet du Pas-de-Calais, donc le 7 octobre 1902. On est juste dans
la suite de cette nuit où des mineurs d'une fosse voisine sont venus dans les corons d'une autre fosse pour agir en représailles. Des mineurs sont en grève, d'autres refusent de suivre le mouvement et la violence en fait se déchaîne. Avec toujours les guillemets à mettre autour de la violence, entre cette violence matérielle documentée par l'image et la violence qui est vécue au quotidien dans le travail. J'ajoute que ces photographies que j'ai fait faire hier matin à titre de document n'ont été exécutées qu'après que déjà on avait enlevé une partie des clôtures détruites ou réparé certaines dégradations, et seulement après une visite que j'avais faite personnellement dans certaines des cités dont il s'agit, de l'Alouette notamment. Donc ça, c'est la lettre, passage à Gandhi, avec des éléments d'information. C'est pas le directeur qui a pris les photographies directement, mais potentiellement il aurait pu satisfaire à cet endroit-là une connaissance technique. Il fait faire ces prises de vue par un tiers ou une tiers, mais voilà, on a déjà discuté des logiques très masculines en majorité, à titre documentaire, et son titre documentaire est finalement, à partir du moment où ça va chez le préfet, évidemment une visée répressive, c'est-à-dire ce sont des pièces à conviction, et on a véritablement la portée judiciaire, la portée policière du geste, la portée judiciaire, la charge judiciaire de l'acte qui est ici sensible. Alors ça pose la question de la-rue, effectivement. Est-ce que ça pourrait être ce libraire de la rue qui finalement récupère les images peu de temps après pour les commercialiser? Il n'y a pas que les images qu'il récupère, il récupère aussi les éléments de langage. Ça, c'est l'annexe de la lettre envoyée par le directeur de la compagnie des mines de Béthune au préfet du Pas-de-Calais. C'est la liste des photographies qui ont été effectuées le matin en question. Alors c'est largement pas exhaustif de l'ensemble des photographies qui sont dans l'album, c'est-à-dire qu'il y a d'autres prises de vue, beaucoup plus. Donc dans le même temps, ça signifie qu'il peut y avoir plusieurs opérateurs, il peut y avoir une logique de diversification dans le temps, puisque la grève aussi est une séquence, donc il y a d'autres moments qui ont été capturés. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que arme trouvée à l'emplacement de la bagarre, on est très très proche de la légende qui est utilisée par Delarue. Bon, l'île n'est qu'à 30 km de Béthune, alors tout est évidemment possible. En tout cas, en l'état, il y a une incertitude, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une ambulation, il y a véritablement une circulation d'un photographe, au moins de telle façon à aller au contact de l'événement de grève, c'est-à-dire à l'endroit où finalement quelque chose doit être photographié de telle façon à pouvoir y répondre de façon musclée. Enfin voilà, globalement il y a cet enjeu. Je reprends juste mes notes pour être certain de ne pas avoir oublié quelque chose, mais voilà, l'essentiel en tout cas c'est effectivement cet élément de documentation avec l'incertitude finalement alors moi je désespère pas de trouver non plus, j'ai été déçu évidemment de ne pas trouver des clichés dans le dossier des archives préfectorales parce que ça aurait été une possibilité puisqu'elles ont été jointes. En fait, les photographies ne sont pas dedans, sans doute transmises de telle façon à pouvoir poursuivre la procédure. C'est pas interdit qu'au centre historique minier de Leward, finalement, dans leur fonds photographique, ces clichés-là finalement puissent être retrouvés. Voilà, un premier cas. Deuxième cas lié au premier, c'est finalement l'élargissement de la séquence. On est toujours dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, mais on est cette fois-ci en 1906. Donc on est 4 ans plus tard, 3 ans et demi plus tard. C'est l'événement gréviste majeur qui suit la grève de l'automne 1902. Alors c'est un moment de grande agitation dans le milieu ouvrier français en général. La CGT, qui est un syndicat révolutionnaire alors, appelle le 1er mai 1906 à une quasi-logique insurrectionnelle en faveur de la journée des 8 heures. Et tout un ensemble de corps de métier un peu partout en France se mettent en ordre de bataille. Ce n'est pas le cas des mineurs. En gros,
qui s'affrontent dans le Nord-Pas-de-Calais avec deux syndicats opposés, un syndicat plus réformiste, un syndicat plus radical, mais juste pour contextualiser, une quasi-certitude du fait que ça n'aboutira pas. Seulement, ce qui se passe, c'est que le 10 mars 1906 se produit la catastrophe de Courrières, la plus grande catastrophe industrielle d'Europe. 1099 mineurs piégés, brûlés vifs dans les galeries des mines de Courrières. Et alors que c'était prévisible et que des signaux d'alerte avaient été lancés par des ingénieurs, par des mineurs, sur le fait qu'un accident allait se produire, les compagnies refusent tout simplement l'arrêt du travail avec des mesures de bout de ficelle pour éviter le danger, mais qui n'empêchent pas la catastrophe. Dès le 14 mars 1906 se déclenche une grève, et finalement, bien avant le 1er mai, une grève majeure secoue les corons. Et immédiatement, la réponse est une réponse militaire, une réponse répressive. On déploie 20 000 hommes de troupes dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Et c'est ce que vous voyez ici avec cette carte postale commerciale à Denain, arrivée de l'infanterie. Et donc une carte postale de la firme d'Ernest Louis Désiré Le Délai. Donc finalement, voilà, on sait peu de choses, mais je me suis renseigné avant de paniquer en tribune, et j'ai bien fait. C'est vrai que je savais qu'il y avait peu d'informations, mais de là à ce que on peut toujours être un chercheur un peu myope et passer à côté de certaines évidences. Bon, c'est une carte intéressante parce qu'elle est à fort tirage. Si elle vous intéresse, certains sites marchands vous permettront de l'acquérir pour quelques euros. Alors c'est une archive à portée de main. Et pourtant, c'est une archive riche de sens parce qu'elle est prise avec un shooting point bien particulier, c'est le bar du travail, qui est justement le lieu de réunion syndicale du syndicat des mineurs le plus offensif. Et donc ça n'est pas un hasard, c'est justement l'endroit que les troupes viennent occuper, et il a été sans doute bien repéré par l'opérateur. Il n'y a pas que l'opérateur de Le Délai qui l'a bien repéré, il est bien repéré aussi par un photographe ambulant anonyme, fort intéressant, que j'ai trouvé en fouillant, un photographe anonyme militaire, ou comment l'ambulation de ce photographe est finalement une ambulation toute militaire. On est envoyé depuis sa caserne et depuis sa région militaire à un endroit où une grève se produit. On est du coup forcé finalement d'y aller. On y va, semble-t-il, avec un appareil, et tout ceci est toléré. Tout ceci est toléré par la hiérarchie qui se laisse photographier, vous le voyez, devant le même bar du travail avec ce message. Donc, Emmanuel Fructus en a déjà montré de beaux exemples ce matin. Une carte photo qui est aussi agrémentée d'une missive au dos, qui est informative, mais sur le recto, un commentaire qui est directement lié à la prise de vue, qui est d'ailleurs assez cocasse. C'est un souvenir des grèves du Nord. Tu vois ici les officiers et les sous-officiers de ma compagnie. J'ai fait pas mal de photos là-bas. Cela m'a passé le temps agréablement. Inutile de m'envoyer des asperges. Voilà. Bon, c'est non seulement une carte documentaire et une belle archive, c'est la vie. Voilà, c'est inutile de m'envoyer des asperges. C'est pas la peine. Je ne resterai peut-être pas assez longtemps. Ça veut peut-être aussi dire ça. Je ne resterai peut-être pas assez longtemps de façon à pouvoir les manger, puisqu'elles risquent d'arriver dans une incertitude gastronomique, et ce serait évidemment extrêmement dommage. Alors c'est quelque chose qui par ailleurs se retrouve dans d'autres documents, c'est-à-dire c'est finalement une grève assez violente, parce qu'en fait elle est basée sur un deuil. Il y a 1100 mineurs qui manquent à l'appel, donc c'est 1100 mineurs avec une conscience, avec éventuellement une conscience syndicale, avec un militantisme, mais en tout cas c'est la catastrophe de masse qui produit aussi un rapport particulier à ce moment. Mais c'est finalement une grève qui va trouver une forme de répression assez rapide, ce dont témoignent d'autres cartes. Mais en tout cas, voilà, cette ambulation des images, j'arriverai peut-être pas donc à mon 4e cas, mais il est assez représentatif de l'effet inverse.
C'est-à-dire comment est-ce qu'on envoie, on peut imaginer que c'est quelque chose non pas de généralisé, mais que d'autres occurrences existent. On envoie des militaires avec des objectifs et finalement la prise de vue ambulante se fait avec en gros c'est un appareil photo porté comme un fusil et qui sert finalement aussi à cet endroit de répression de l'événement gréviste. On en trouve d'autres. Bon, tout ça, c'est dans ma collection. J'ai pas cherché à faire un inventaire plus élargi. Hein, c'est vraiment qualitatif. Carte photo anonyme, circulée également. Donc là, on voit 79e de ligne, 5e compagnie, 2e section, 15 mai 1906. Donc ça rajoute encore à la séquence. Et on a une missive qui est, elle aussi, explicite. Cher ami, alors avec une orthographe toute tâtonnante, je suis rentré des grèves ces jours-ci et ça n'a pas trop mal été. Je suis content de mon voyage. Encore quelqu'un de content d'aller réprimer les mineurs. Je suis content de mon voyage et on s'est fait photographier, donc je vous l'envoie. Voilà. Et dans le reste de la missive, il explique ce sympathique militaire qui sera sans doute de retour en permission pour la Pentecôte. Donc ça signifie là aussi, comme pour le coup des asperges, qu'en fait le mode massif de répression. Alors, il y a quand même des semaines d'émeutes. Il y a un mort parmi les militaires, le lieutenant Latour. Il y a la visite de Clémenceau au moment des obsèques. En fait, c'est un moment véritablement massif aussi d'exercice du pouvoir. C'est vraiment le moment où les radicaux socialistes sont arrivés au pouvoir en 1906 avec Clémenceau et où finalement se renversent on va dire tous les espoirs et où le voile tombe. C'est un gouvernement extrêmement répressif qui n'hésitera pas dans la séquence 1906-1909 à faire tirer la troupe sur les grévistes, en particulier en 1908 lors d'une autre grande grève à Draveil-Vigneux au sud de Paris. Troisième cas intéressant, et là on va retourner au Tréport qu'on a déjà visité ce matin avec Emmanuel Fructus un peu rapidement. Alors on change de périmètre, mais on reste au même moment. On est juste avant le 1er mai 1906, encore une fois. On est dans la Somme, à Fressonville. Le château incendié et la mare dans laquelle fut jeté le mobilier, une autre carte postale commerciale d'un éditeur nommé Bourdelot, qui se trouve justement au Tréport. Alors c'est un autre schéma précurseur du 1er mai, c'est-à-dire ça n'est pas sans doute le secteur d'activité professionnelle où finalement l'insurrection doit venir, et dans le même temps, Courrières, c'est une catastrophe qui provoque la grève. Ici, la grève est provoquée par le renvoi de 2 ouvriers syndiqués et le refus par leurs camarades de cette décision patronale. L'industrie, c'est la serrurerie, qui est très répandue en baie de Somme, et notamment à Fressonville. On a du coup des patrons nouveaux riches, qui sont, comme tous les nouveaux riches, des anciens pauvres, c'est-à-dire des gens qui à l'époque avaient une industrie plus artisanale dans la serrurerie au XIXe siècle, mais qui ont réussi à la faire fructifier. Les riquiers, c'est des patrons. Il existe toujours, je crois, une entreprise riquier liée à la serrurerie, à la tuyauterie, dans le même périmètre. Mais voilà, le renvoi de 2 ouvriers provoque du coup un mouvement de réaction assez radical, la mise à sac de l'usine, et les riquiers partant en automobile aller chercher la troupe laissent leur château, donc leur villa luxueuse de nouveaux riches sans protection. Et que font les ouvriers serruriers? Ils rentrent dedans, ils cassent tout et ils sortent. Alors c'est un cas d'iconoclasme, c'est un cas intéressant aussi pour cet enjeu-là. C'est un cas d'iconoclasme mis en image. Ils sortent les meubles, ils sortent les tableaux, ils sortent les tapisseries, ils sortent les boiseries, ils fracassent tout et ils balancent tout dans une mare devant vous le voyez, devant la villa incendie. Bon. Qui prend cette image? C'est un nommé Auguste Bourdelot, qui vient donc du Tréport. Alors, une forme d'ambulation du dit Bourdelot qui se laisse résumer par Google Maps. Il avait 15 km à faire. 15 km à faire, ça use les souliers, mais c'est faisable.
Donc il est tout simplement voilà, dans une ambulation moyenne, mais qui pour moi est probablement représentative aussi, parce que d'autres cas vont dans ce sens-là, un petit périmètre de sortie du studio, de telle façon à aller chercher l'événement, de la même façon que l'événement est cherché par des opérateurs et des reporters parisiens. Il y a la possibilité effectivement de le faire depuis son propre studio. C'est quelqu'un qui est intéressant. On a évoqué le 1er mai par question interposée tout à l'heure avec la directrice de l'écomusée de l'Avesnois. C'est quelqu'un qui pour moi est intéressant, Bourdelot aussi, c'est qu'il fait résonner le symbolisme du 1er mai de l'époque. Alors c'est quelqu'un qui est un peu un fantaisiste, vous allez le voir, il y a d'autres légendes qui vont dans ce sens-là, mais dans le même temps, cet horizon d'insurrection imminente, de soulèvement ouvrier du 1er mai, il traduit un imaginaire ou un esprit du temps, me semble-t-il, Bourdelot, avec toute une série de cartes postales ouvrières qu'il détache en fait de leur lieu, pour les placer derrière le registre mythique du 1er mai. Debout les forçats de la faim, c'est un vers de l'Internationale. Alors, toute la question est de savoir, point d'interrogation, où est-il allé chercher cette image qu'il ne fixe pas en fait en termes géographiques, mais qu'il mythifie derrière cette étiquette du 1er mai. La réponse vient finalement de la façon dont Bourdelot fait la réclame pour sa propre boutique. Il n'a pas simplement un studio, il a un bazar. Auguste Bourdelot à l'Algue Marine, voici la boutique de Bourdelot. C'est non seulement un studio photo, en tout cas tout le laisse à penser, parce que je l'ai peu documenté, hein, je l'ai ajouté comme un cas aujourd'hui pour l'occasion avec cet enjeu de la circulation. Mais finalement, j'en sais pas plus véritablement sur l'activité du Bourdelot en question, au-delà des prises de vue qu'il a commercialisées. En tout cas, voilà sa boutique, voilà, entrée libre, bazar, voici tout l'affichage du Bourdelot en question. Ce qui n'est pas en manque d'informations, puisque finalement, la carte en haute définition est scannée par mes soins, en basse définition, je l'ai cherchée en catastrophe pour pouvoir vous indiquer en tout cas l'hypothèse, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. On voit finalement cet indice dépassé, on voit une des enseignes du dit Bourdelot, qui permet tout simplement de comprendre qu'il a pris cette image hors studio, mais hors studio, juste devant sa porte. Il a attendu un défilé syndical qu'il a décontextualisé, qui n'est sûrement pas un défilé du 1er mai, mais qu'il a en tout cas, comme d'autres, j'en ai des exemples que je n'aurai pas le temps de déplier, mais au moment des questions, si ça émerge, je pourrais vous montrer ça. En tout cas, il a finalement tout ce périmètre, c'est-à-dire ça va de 15 km à son trottoir pour finalement essayer de construire cet imaginaire de la grève en parallèle d'un imaginaire qui est aussi très fantaisiste. Vous l'avez vu, voyez madame, votre souvenir du Tréport. Donc c'est un commercial, c'est véritablement encore une fois quelqu'un qui intègre le degré d'actualité de l'événement gréviste comme étant un registre commercial avec lequel il va pouvoir vendre ses cartes. Et puisque je vois qu'il me reste 2 minutes au chronomètre, je lance mon 4e cas simplement pour vous allécher. Bon, c'est un de mes points de départ pour l'enquête que j'ai menée dans le cadre de la bourse de l'Institut pour la photographie. Je savais qu'en fait cet horizon d'intérêt, de construction d'une archive était un excellent point de départ et pour candidater, et pour être lauréat, et pour faire quelque chose d'intelligent dans ma vie. Et donc, je suis parti d'un fonds photographique, cartographique d'un musée à Montreuil, le musée de l'histoire vivante, qui est un musée ouvrier, musée populaire, qui renferme des fonds assez fous de l'histoire ouvrière. Il y a une très très belle exposition actuellement sur les couleurs de la lutte. Si vous passez en région parisienne, c'est très beau. Et surtout, le fonds a été constitué par un ouvrier typographe qui a, pendant des dizaines d'années, collecté patiemment, carte après carte. Il y en a environ 450 qui ont constitué un fonds initial qui, entre-temps, a été un peu disloqué par des logiques d'héritage.
mais c'est aussi quelqu'un qui a pensé en fait la carte postale ouvrière comme un registre en soi, en fait une économie visuelle qui est aussi un solide appui pour l'histoire sociale. Et donc c'est un ouvrier théoricien aussi, Georges Bossy, dont je vous livre simplement son idée force, l'idée de carto-reportage de grève. Le premier carto-reportage de grève apparaît véritablement en 1903, dit-il. C'est un photographe de studio, hors studio également, d'Armentières, nommé Marcel Bulteau, bien modeste photographe qui a fait une série pour une grève du tissage touchant 59 établissements de la région d'Armentières, Houpline, en septembre et novembre. J'ai beaucoup d'éléments là-dessus, il me reste 8 secondes. Simplement, voilà, cette idée de premier carto-reportage, qu'est-ce que ça pose ? Ça pose finalement cette idée le reportage en fait s'impose comme étant une logique de photographie hors les murs, tout simplement. Et avec un photographe qui se retrouve pour l'occasion comme photographe de studio à aller chercher l'événement gréviste à quelques rues de chez lui avec, et là je garde tout le mystère, des prises de vue qui sont parmi les plus étonnantes de l'archive ouvrière en carte postale. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Maxime. Donc c'est le début d'un nouveau projet, le Bourdelot Project, j'imagine, parce que là il y a une espèce d'indice qui montre comment le photographe travaille dans une ambulation réelle, mais qui commence en fait au pied de chez soi. C'est l'ambulation en bas de la rue. Donc est-ce qu'il y a des questions sur les images que nous venons de voir et la communication que nous venons d'entendre? Merci. C'est une question qui est peut-être un peu naïve, mais en tout cas, moi, ça me donne envie de retourner sur les traces, sur les lieux même, non seulement des événements, mais aussi de ce fameux Bourdelot. Est-ce que tu es allé au Tréport retrouver la boutique Bazar ? Non, j'en ai pas eu le temps encore. Mais justement, ça pose cette question-là. Je l'ai fait pour Armentières, donc du coup, c'est de faire en fait justement la cartographie des établissements attaqués, c'est de voir finalement comment est-ce que des immeubles... Bon, sur Armentières, ça se laisse plus facilement reconstituer, parce que c'est des locaux privés, c'est des immeubles de banque. Donc c'est ce que je n'avais pas montré. Je continue mon invitation, mais sur Bourdelot au Tréport, non. Non, effectivement, non. Ni Fressonville, je l'ai fait pour d'autres logiques de prise de vue, mais je ne l'ai pas systématisé, en tout cas certainement pas pour ce cas-là. Sur Méru, c'est intéressant, c'est une grève de 1909, alors c'est les boutonniers et les boutonnières. Donc justement, sur la question du travail féminin, ça aurait été un cas qui aurait pu permettre aussi de faire intervenir cette dimension. Alors, avis aux amateurs et aux amatrices, il y a des très belles cartes photos actuellement en vente sur des sites marchands qui sont qui coûtent un peu cher, mais qu'il faudrait acquérir et qui montrent justement... Alors, les cartes commerciales montrent très bien les corps féminins, elles montrent très bien les lieux et la façon dont on peut reconstituer ça dans l'espace. Et puis dans le même temps, les cartes photos viennent encore rajouter par-dessus des logiques de prise de vue. Mais ouais, il reste du travail. Ouais. Alors déjà, merci pour cette belle prise de parole. J'avais une question, moi, concernant la destination de ces cartes. Vous dites qu'elles s'inscrivent dans un acte répressif. Elles sont mises en place par le patronat, mais à qui elles sont destinées dans une optique commerciale ? Alors, c'est toute la question. Merci pour votre question. Elle est effectivement importante. La grande majorité des cartes commerciales portent pas véritablement de dimension répressive. C'est-à-dire que finalement, c'est un événement. De la même façon qu'on va photographier les inondations dans Paris en 1910, on va photographier une grève ou éventuellement une dynamique d'émeute. Donc il y a une grande... Il n'y a aucune relation de causalité dans la carte commerciale quant à une logique de condamnation. On peut la retrouver parfois sur la correspondance. C'est-à-dire que la correspondance véritablement code
cette image comme étant évidemment quelque chose qui doit circuler parce que regardez très cher ce qui s'est passé à tel endroit, regardez ces ouvriers quand on les laisse tout seuls, ce qu'ils fabriquent. Donc il y a cette dimension-là. Le premier corpus que j'ai montré, encore une fois, j'en ai montré qu'une seule carte. Alors j'en possède 5 et grâce à Emmanuel Fructus, je sais qu'il en existe d'autres puisqu'on est allé se promener dans Paris et qu'on a trouvé des choses intéressantes. Donc il y a vraiment sans doute une édition complète qui a été effectuée à partir de l'ensemble des tirages. Là, c'est véritablement au départ une intention patronale répressive qui du coup se retrouve finalement recodée par la commercialisation. Mais c'est tout l'enjeu finalement aussi de ces figurations, c'est-à-dire leur degré de condamnation. Je veux dire, devant une cour de justice, c'est évident que ça peut être utilisé à certaines fins, mais en fait, elles n'ont pas de destination. En fait, elles se disséminent, c'est-à-dire que leur sens finit aussi par se perdre. Après, je profite de votre question de façon complètement fourbe pour Deuxième communication. Pour en rajouter une couche, voilà, exactement. Je ne quitte plus la scène. Non, simplement pour rebondir aussi, à qui sont-elles destinées ? Ben là, ça complète véritablement, je pense, votre question. C'est pas tant un jeu. C'est-à-dire que dans ce que Marcel Bulto a photographié dans son carto-reportage, c'est notamment des destructions d'intérieurs bourgeois. Alors déjà, ça fait un pendant avec la destruction des intérieurs ouvriers par les grévistes. Là, on a des grévistes qui détruisent l'intérieur bourgeois, donc on peut faire un écosystème de la destruction de l'espace intérieur qui est, à mon avis, un bel endroit de réflexion. C'est ce que j'ai essayé de faire et que je continue à produire. Et je vous montre ça pourquoi. C'est parce que ça, c'est les revers. En fait, c'est un ancien militaire, sans doute, qui est allé à Armentières, qui a récupéré l'ensemble de l'alias et qui l'a envoyé au même destinataire en mode, justement, reportage. C'est-à-dire le reportage est vérifié, c'est toute la série des cartes envoyées en une fois. Alors, il y a une exception à la règle, mais j'ai reconstitué ça, j'en ai retrouvé 11 sur 25. Donc, non seulement les figurations, mais le fait que c'est le même destinateur, le même jour d'expédition, donc qui prouverait en fait un envoi massif de cette correspondance-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie qu'en fait, c'est des militaires très probablement qui ont été déployés depuis leur région militaire à Armentières, ça c'est l'ambulation, allez. Et puis le retour, c'est on revient quelques temps plus tard à l'endroit où on a été déployé, on achète les cartes et on les renvoie au point de départ. Donc finalement, cette question de l'ambulation, c'est finalement l'endroit où je voulais arriver, donc c'est pour ça que j'ai forcé le trait. C'est qu'on peut la trouver véritablement formalisée par des schémas de circulation, qui ne sont pas forcément la norme, mais qui sont hautement représentatifs, parce que après, bon, j'ai tout un corpus qui montre que les militaires sont extrêmement friands des cartes de Bulto. C'est 20 000 hommes de troupes, 15 000 à Armentières en 1903, ils viennent de 6 régions militaires différentes, et la question c'est qu'ils sont déployés en urgence. Donc de toute façon, ils doivent correspondre, ils sont en mode WhatsApp, hein. Ils ont besoin en fait d'envoyer des éléments à qui n'est pas là. Et donc il y a cette correspondance militaire, elle a une densification de ce carto-reportage qui est absolument hallucinant dans les modes de destination et de retour à l'envoyeur. Une dernière question peut-être ? Merci beaucoup. Je voulais que tu reviennes sur la première que tu as montrée, mine de Béthune vers 1902. Et en fait, je me demandais, avant de trouver les archives, avant de retrouver cet album, avant de retrouver la lettre que tu as retrouvée aux archives départementales, qu'est-ce que tu as pensé de cette image ? Est-ce que tu te souviens de ce que tu t'es dit, de ce que c'était ? Parce qu'elle est quand même assez étonnante, même la pose, on ne sait pas si c'est un détail d'une autre image ou si elle a été faite, voilà, est-ce que tu n'en as pas trouvé d'autres de similaires ? C'est quand même un peu une image en un sens extraordinaire, non ? Je sais pas, il y a quelque chose... J'en ai trouvé 5 en même temps. Ouais. Et d'autres objets comme ça qui avaient servi d'armes. Dont certaines, là je les ai pas ici pour les montrer, c'est pas, j'ai plein de diapositives supplémentaires, mais pas ça. C'est dans le livre, achetez le livre, il faut acheter le livre. Non, il y en a qui sont très proches de ces prises de vue-là.
C'est-à-dire qu'en fait, immédiatement, la destruction des corons était corrélée avec, dans ma lecture en tout cas, donc pour te répondre, était corrélée à l'existence de cette arme. C'est vrai que moi, du coup, j'ai été fasciné par la dimension, on va dire, arme-violence, c'est-à-dire de voir finalement le registre de violence potentielle, dans la logique de la condamnation, hein, mais le registre de violence, je ne cache pas qu'il y a eu plusieurs regards en mode œuvre ouverte qui sont sans doute accumulés les uns sur les autres, mais même si c'est un anachronisme, il y a un côté riot porn qui du coup a forcément saisi l'œil également, c'est-à-dire de voir finalement ce bras armé en fait qui est voilà, représenté avec cette missive qui encore une fois au départ est une condamnation mais qui finalement est très descriptive. Voilà, c'est une arme trouvée sur les lieux de la bagarre et pas d'autres informations. Voilà ce que je peux en dire. Mais ça a été aussi une leçon disons, d'une certaine dialectique de l'image, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut la regarder en dehors de son contexte social et historique et comment est-ce qu'il faut la recontextualiser pour savoir les raisons premières. Il y a une très belle lecture qui en a été faite, parce que je l'ai fait tourner, donc elle a intrigué plein de personnes, mais ça, je le dirai hors caméra. Voilà. Une belle interprétation qui a été faite, qui est historiquement fausse et qui, dans le même temps, dans la logique de l'œuvre ouverte, est extrêmement riche de sens. Mais voilà, pas de nom. Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous.